Christian Simard de Nature Québec. Oui, peut-être une entrée en matière où il faut quand même se dire une chose. On a encore peu gagné de choses dans le domaine des mines et des ressources naturelles au Québec. Directement, notre action a peut-être monté les redevances de 12 à 16 % des profits, là, parce qu'on avait fait des grosses pressions, mais on sait qu'on c'est loin d'être suffisant. On a aussi obtenu hier les garanties financières à 100 %. Je dirais que, pour me faire plaisir, je rajouterai un dossier qui n'est pas minier, mais qui va le devenir, c'est-à-dire la fermeture de Gentilly 2, parce qu'on n'a pas besoin d'une centrale nucléaire qui produit des déchets dangereux pour des centaines de milliers d'années et qu'on ne sait pas quoi faire avec. Et peut-être que ce débat-là va nous ouvrir à un débat réel puis un choix de société sur est-ce qu'on exploite ou non les ressources. Je m'inscris en faux totalement. C'est parce que des ressources naturelles sont là, il faut les exploiter, comme M. Bouchard le disait. Sinon, c'est de l'idéologie. Donc, la foi de toutes les ressources naturelles sont exploitables, peu importe les conditions. Ça, c'est de la raison. Et la réflexion sur qu'est-ce qu'on doit faire ou ne pas faire, dans quel temps on doit le faire, ça, c'est de l'idéologie selon M. Bouchard, et c'est malheureux. Maintenant, donc, si on va rapidement, je rappellerai aussi une étape importante. En 2009, il y a eu le rapport du vérificateur général du Québec, et je pense qu'il avait été influencé beaucoup par le commissaire à l'environnement et au développement durable à l'époque, M. Meade, qui avait dit que le ministère des Ressources naturelles, une de ses principales missions, la mission du ministère, c'est de conserver les ressources naturelles, de les exploiter d'une façon intelligente pour le besoin des générations actuelles et futures. Et comme ils sont souvent non renouvelables, il doit y avoir une politique, une stratégie de conservation qui n'a jamais été. Le ministère des Ressources naturelles, c'est l'exploitation des ressources naturelles coûte que coûte. Et même si ce n'est pas avantageux, ça donne des jobs à court terme. Bravo, il y en aura plus, il y en aura encore. On va faire autre chose. On va prendre, s'il n'y a plus de cuivre, on va aller à l'autre minerai. Il n'y a plus de morue, on va aller ailleurs. Il n'y a plus de forêt de pin dans le sud du Québec, on va aller ailleurs. Il n'y a plus de forêt boréale, c'est pas grave. Donc, le rapport du vérificateur général a été clair là-dessus. Donc, si je reviens un peu à la commande, donc, à court terme, bien sûr, pour qu'on ait un débat de société sur ces choses-là fondamentales. Est-ce qu'on exploite ou pas? Dans quelles conditions? C'est une ressource qui n'est pas renouvelable, ce n'est pas les mêmes conditions. Harvey Meade en a parlé. Je ne suis pas sûr, moi, qu'il faut nationaliser tout, cependant, mais il faut avoir des encadrements tellement forts qu'on peut choisir des principes de gouvernance. Ce n'est pas d'autres qui choisissent quelles ressources on va exploiter et à quelles conditions. C'est des principes de gouvernance qui ont été mis partout. On est loin de les avoir ici. Accès à l'information, c'est la base. On a encore le pouvoir régalien. On ne sait pas ce que les mines payent. On ne sait pas ce qu'elles reçoivent en subvention. On n'a aucun portrait clair. Pourtant, c'est quelques chiffres qu'on devrait avoir sur la table, mine par mine, site par site, pour faire des choix. Ça, c'est payant. On y va là-dedans. C'est de l'art. Ça, plus tard, quand le prix aura monté. Il ne faut pas battre le marché par des subventions. Si on subventionne la route, l'électricité, les emplois, bien, tiens, là, c'est payant de vendre du minerai. Mais ça nous a coûté cher en maudit pour que ça soit payant pour la compagnie. Donc, accès à l'information, débat démocratique. Est-ce qu'on favorise d'abord un développement endogène ou qui vient d'ailleurs, qui est tributaire de la demande en Chine, qui est tributaire de la demande à l'extérieur? Quel type de développement? Équilibre entre conservation et exploitation des ressources. Qu'est-ce qu'on fait? Choix de société, uranium. Il y a des sociétés, l'Équateur a refusé d'exploiter du pétrole parce que c'était sous un hotspot de biodiversité majeur pour la planète et a demandé à la planète, payez-nous pour qu'on conserve cette biodiversité essentielle. Des choix qu'on a le droit de faire. Ce n'est pas de l'idéologie. Le golfe du Saint-Laurent peut-il supporter l'équivalent de Deepwater Horizon? C'est 5 fois plus petit que le golfe du Mexique. C'est beaucoup moins profond. C'est très sensible. Est-ce qu'on a le droit de se poser cette question-là? Est-ce qu'on doit s'en aller dans une société de carbone alors que tout le monde dit qu'il faut fuir les sociétés de carbone puis d'être une société de renouvellement des ressources? C'est un choix qu'on a le droit de faire, qu'on doit faire. Donc, à court terme, là, il y a Publish What You Pay, il y a un fonds souverain. Je pense qu'on peut dès maintenant établir des éléments d'un fonds souverain avec l'exploitation de nos ressources pour les générations futures. C'est fondamental. On a proposé 25 milliards sur 25 ans, c'est faisable. C'est même, certains nous ont dit, timide. Revamper d'urgence, loi et règlement. Je pense que Hugo en a parlé à moyen terme. Donc, vraie consultation sur la conservation et le développement des ressources naturelles et du Nord. Des ressources naturelles. Richesse, pour moi, c'est trop un peu croissance. Pour moi, je ne suis pas d'accord avec toi, ma belle. Mais c'est pas grave. Donc, pour moi, richesse, c'est croissance absolue. C'est richesse, il faut exploiter cette richesse-là. Pour moi, ce n'est pas inscrit dans un écosystème. Donc, vraie consultation sur la conservation et le développement des ressources naturelles et du Nord. Le débat, c'est jamais fait.
Là, qu'on ait changé le nom pour le Nord pour tous, qu'on ait complètement downgradé les attentes, là, je peux comprendre. Mais le développement du Nord, le développement du Québec, on doit avoir cette réflexion-là encore aujourd'hui. Il faut la faire, cette réflexion-là. C'est jamais fait. Je pense qu'on a un temps d'arrêt là, où on peut faire cette réflexion-là. Rapidement, principe de gouvernance, c'est majeur. Rythme du développement, ça a été dit, là, un développement étagé dans le temps pour qu'on puisse prendre le temps d'apprendre comment le faire, comment transformer, comment exploiter ces ressources-là. Pour les gens qui habitent le territoire, pas pour ces gens qui passent pendant 6 mois, 1 an, qui viennent faire 2-3 ans de coûts d'argent, la palette, puis après ça, ça ferme, puis on reste avec un territoire amoché. Aménagement du territoire, une société qui se respecte elle-même, qui fixe les conditions de son développement. C'est ce que je souhaite. Et qu'on ait une politique d'occupation du territoire. Est-ce qu'on développe le Nord en vidant les régions du Sud? Est-ce qu'on peut avoir une réflexion globale? On n'en a pas de politique nationale d'occupation du territoire. Ce serait une bonne chose. Merci. Merci. On a une loi, là. C'est bon. Maintenant, Ghislain Picard, chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador. Je peux te passer. Merci beaucoup. Koizgi de Norntemetchek, tu peux regarder non. Le dénégatif, oui, ham voyangi, pstamane, dendeman. Le dénégatif, mais royat piche, tibihman. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Merci de nous faire cette place pour essayer de faire valoir des points de vue dont on ne parle pas souvent. Et en fait, j'arrive de Sept-Îles. J'étais jusqu'à ce matin à Sept-Îles, au Ouachat Macmaliutenam, et les Inuits étaient en rencontre depuis les 2 dernières journées pour parler du caribou et son avenir à court terme, moyen terme. Et le gouvernement de Terre-Neuve vient d'imposer un moratoire sur la chasse au caribou. Donc, c'est lourd de conséquences pour les Inuits, qui, pour la grande majorité, jugent que Inuits et caribou, c'est un, c'est pas deux. Et éventuellement, il faudra parler de l'impact de l'exploitation minière sur la faune aussi. Et d'où la participation de nos populations, de nos peuples, finalement, dans cette démarche-là. Hier, il y a un jeune qui me parlait, un jeune de Ouachat, un Innu, à peu près dans la trentaine, qui me parlait, qui me disait, il dit, Ghislain, je veux ton appui parce que moi, je m'apprête à aller bloquer. Maintenant, c'est le seul chemin de fer qui va continuer d'exister, en tout cas, pour un temps, de Sept-Îles à Shefferville. Et il dit c'est la seule façon de se faire entendre. Donc, il n'y a pas juste Kanesatake qui est prêt à se défendre, là, il va y avoir les Inuits aussi. Ce que je lui ai dit aux jeunes, c'est que j'ai dit, arrête un peu là. T'sais, pense à ton affaire, pensons à notre affaire. J'ai dit, on est engagé là, dans un processus hautement politique avec le gouvernement du Québec. Mme Marois s'est permise, à la soirée électorale, lors de son discours inaugural et encore récemment lors du sommet sur les territoires et les ressources, de faire la démonstration d'une grande ouverture, une ouverture sans précédent, en tout cas, au moins une ouverture que le gouvernement précédent n'avait pas. J'ai dit, attends un peu, donne une chance au processus de se concrétiser et d'apporter finalement des réponses aux questions que nous nous posons comme peuple et comme communauté. Et j'espère que je n'aurai pas tort. Et je dis ça parce que je n'ai pas, de toute évidence, pris part à la journée aujourd'hui, mais j'ai quand même entendu la partie, à mon sens, qui était la plus importante, qui était le discours de la ministre. Et extrêmement décevant pour moi de l'écouter aujourd'hui, parce que j'ai eu l'impression, du début à la fin, et même après, j'ai eu l'impression qu'elle avait peur de prononcer le mot « autochtone ». Et ça me donne comme un malaise dans un processus qu'on pensait porteur de nouvelles perspectives, d'une plus grande ouverture de la part du gouvernement du Québec.
Par exemple, sur la question de la loi sur les mines, bon, je pense qu'on est rendu à l'acte 3, là, parce qu'il y a eu 79, il y a eu 14, un nouvel examen qui se prépare. Et il n'y a rien d'un passage à un autre qui me fait dire qu'il y a une nouvelle considération en ce qui concerne les peuples que nous représentons. Et ça, je pensais peut-être l'entendre quelque part aujourd'hui, mais aucun espace pour ça. Et une parenthèse que j'aimerais faire ici, c'est la récente décision de mettre fin au programme des mini-centrales, alors que sur 6 projets, il y avait 3 de nos communautés qui étaient déjà impliquées, très avancées dans des projets qui ouvraient également la porte à des partenariats avec des municipalités avoisinantes. Et on l'a pris un peu comme vous tous, comme tout le monde, un peu par surprise, une tape en arrière de la tête. Et j'ai dit, elle est où la bonne foi, la volonté? J'imagine que ça court encore les rues quelque part parce que ça ne semble pas vouloir se matérialiser. Et pour revenir à cette question minière, bon, la ministre s'est permis de suggérer bon, qu'il y aurait peut-être une espèce de comité pour essayer d'examiner, par exemple, la notion de zone d'exclusion. On a parlé de tout le monde, sauf de nos communautés, encore une fois. Et je ne sais pas qu'est-ce que j'aurais à dire à Mme Marois si elle se présentait devant nous aujourd'hui, parce que, à mon sens, son discours et le discours de sa ministre aux Ressources naturelles sont, je veux dire, deux mondes différents. Il y a comme un océan qui sépare les deux façons de voir. Et c'est à peu près là qu'on est actuellement. Je veux dire, on n'a pas encore, donné notre 100% au processus parce qu'on reste vigilant, on demeure sceptique et on a toutes les raisons de demeurer sceptique. Et avant qu'on puisse savoir vraiment une indication claire qu'on progresse vers quelque chose de concret, qu'il y a une volonté réelle du Québec, bien, je veux dire, on est obligé de rester sur nos gardes. Et j'espère, comme je le disais un peu plus tôt, ne pas que le jeune à qui j'ai parlé hier, que je lui donnerai pas tort et que je lui donnerai pas raison plutôt de vouloir vraiment prendre les grands moyens pour se faire respecter. Et le Québec veut célébrer, peut-être que c'est une date qui n'est pas familière pour beaucoup d'entre vous, mais en 83, sous René Lévesque, il y a eu l'adoption par un décret du gouvernement du Québec de 15 principes qui devaient guider la relation avec les Premières Nations dans l'esprit de nation à nation. Ça a donné lieu à la résolution de l'Assemblée nationale en 1985 qui officialisait cette reconnaissance-là. Et à la lecture des 15 principes aujourd'hui, on constate que sur beaucoup de chapitres, le Québec tarde encore à livrer. Donc, pour nous, c'est un processus politique de haut niveau et on souhaite vivement que la compréhension que nous en avons soit la même pour le Québec. Merci. 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 On va ouvrir encore une dernière période d'échange avec vous, là, en fonction de ce que vous avez entendu, vous, aujourd'hui, maintenant, avec nos derniers intervenants. Avez-vous des suggestions à court terme, moyen terme? Et moi, j'ai envie un peu de... Il y a déjà des gens qui s'avancent. De challenger, de mettre au défi certains concepts. Je pense que des questions aussi basiques que est-ce qu'on fait du développement minier ou on n'en fait pas? Parce que encore dans l'esprit de beaucoup de gens, je l'entends ça, on devrait carrément pas en faire. Mais est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est réaliste? Qu'en est-il des régions directement touchées?